Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 25 avril 2024. Au sommaire de cette édition, 3 syndicats de l'Université du Burundi réclament le dégel des annales et le déblocage administratif de la carrière. L'un de leurs représentants va s'exprimer au début du journal. La pénurie du carburant toujours signalée dans le pays. Les détails à suivre également tout à l'heure. Au cours du journal, nous allons aussi revenir sur la conférence de presse du parti CNDD-FDD tenue hier à Ngozi. Dans un instant, le développement des titres. Le ministère de la Santé publique devrait déployer une équipe d'experts en médecine dans la prison centrale de Gitega pour faire des recherches afin de connaître la maladie qui a attaqué les détenus. Recommandation d'un expert en épidémiologie, tout en rappelant que les détenus ont le droit aux soins de santé comme d'autres citoyens. Comme Konakouze explique que c'est très urgent que cette maladie soit connue afin de savoir les règles de prévention à adopter. Suivez plutôt l'épidémiologiste comme Konakouze. Nous avons bien entendu que dans la prison de Gitega, une maladie de la peau a été déclarée comme une forme d'épidémie, mais cette épidémie n'a pas été exclusivement investiguée et connue de ces prisonniers ou du ministère de la Santé publique. Alors, je vous rappelle ici que les personnes placées en milieu carcéral doivent avoir accès à une qualité et une continuité de soins identiques à celle du reste de la population. Et la santé dans les milieux pénitentiaires doit être exclusivement assurée par les services publics des soins. Ça veut dire ici le ministère de la Santé publique. Cela implique une mise en place d'une organisation spécifique conciliant la dimension sanitaire à la dimension de surveillance, de sécurité de ces détenus. Bien sûr, avec comme objectif unique d'améliorer la santé des personnes détenues et de manière constante. Alors, qu'est-ce que l'autorité en charge des personnes détenues devrait faire immédiatement? Il faut que le ministère de la Santé déploie une équipe pluridisciplinaire de santé, les médecins, les laboratoires, les infirmiers, les psychologues, ceux qui sont chargés de l'eau et de l'assainissement, pour investiguer d'abord quelle pourrait être la cause de cette maladie de la peau, parce que les maladies de la peau sont de plusieurs sortes, et évidemment pointer exactement l'agent causal de cette maladie qui a attaqué la prison de Gitega. Prendre des mesures préventives et curatives nécessaires et d'une manière technique et immédiate. Et puis asseoir un plan de traitement et de prise en charge de ceux qui sont touchés et essayer d'écarter ceux qui ne sont pas encore touchés de ne pas attraper cette maladie. Donc faire un suivi régulier et aussi prendre des mesures sanitaires adéquates afin d'endiguer cette épidémie. Et faire un suivi, faire des études opérationnelles, voir s'il n'y a pas de connexion entre ce qu'on entend, comme par exemple la rougeole qui sévit, c'est aussi une maladie qui peut se manifester sur la peau. On sait bien que la rougeole a été déclarée comme une épidémie qui sévit dans plusieurs régions de ce pays, y compris la région de Gitega. Je vous le disais tantôt, les travailleurs de l'Université du Burundi réunis au sein de 3 syndicats dénoncent la politique de 2 poids, 2 mesures du ministère des Finances dans la mise en application du décret présidentiel de septembre 2023 concernant le dégel des annales et le déblocage administratif de la carrière. Dans une déclaration conjointe rédigée le 19 avril dernier à l'issue d'une réunion extraordinaire, ces travailleurs disent ne pas comprendre comment ils n'ont pas encore été rétablis dans leurs droits alors que dans certaines institutions, ce décret a déjà été exécuté. Suivez plutôt professeur Désiré Nissouville, président du syndicat SPUB. Il est parmi les 3 représentants syndicaux qui ont signé sur la déclaration.
En date du 19 avril 2024, les 3 syndicats de l'Université du Burundi ont fait une assemblée générale extraordinaire conjointe pour évaluer l'état d'avancement des revendications liées au déblocage des annales et à l'avancement des grades fictifs. C'était un constat amer. Généralement, le blocage devrait durer 4 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2020. Mais on a remarqué que les premiers de la fonction publique qui ont été débloqués, c'était en 2022, c'est-à-dire 2 ans de retard. Et puis, pour les personnels de l'Université du Burundi, ils ont dit qu'ils vont débloquer en 2023, ce qui n'a jamais été débloqué la carrière par rapport au temps de blocage. Ils calculaient les annales, les cotations qui ont été opérées et généralement ajustaient les salaires compte tenu de tout ça. Le président de la République a signé ce décret le 1er septembre 2023. Le ministre des Finances disait que aussi longtemps le décret tombe, il va débloquer. Mais quand le décret a été signé, c'est le même ministre des Finances qui s'est empressé pour dire que le décret est incomplet, ne peut en aucun cas être mis en exécution parce qu'il y a des notions qui n'ont pas été abordées. Et ils ont dit qu'ils ont besoin encore d'un autre décret pour nous accompagner ce décret. Et nous avons continué à plaider. Et puis le deuxième décret est tombé, je crois, le 22 mars 2024. Et après avoir vu même ce décret, le ministre a commencé à faire d'autres tractations, disant que par exemple la commission de la primature doit se prononcer. Il commence à demander d'autres éléments qui ne sont même pas nécessaires. Jusqu'à présent, à l'heure où je parle, rien n'a jamais été fait. Ce qui nous intrigue, c'est que même le premier décret qui a été signé en septembre 2023, il y a des institutions qui l'ont déjà exécuté. Nous, on dénonce les manœuvres dilatoires du ministre en charge des Finances. Parce que, visiblement, il y a une anguille sous roche. Donc, nous dénonçons une politique de 2 poids 2 mesures. Et nous invitons le ministère des Finances de sortir de son silence pour régler définitivement ce problème. Sinon, on doit penser à faire ce que nous recommande la loi chaque fois réclamer pour que nos droits soient sauvegardés. Les Washinganhahe ont des rôles leur destinés dans la recherche des solutions aux litiges dans la communauté, lesquels rôles diffèrent de celles attribuées au Conseil des notables créé en 2021 par un décret présidentiel. C'est la déclaration d'Adrien Sibomana, président du Conseil national des Washinganhahe, au cours d'une conférence de presse organisée hier par le comité exécutif de ce conseil. Pour Adrien Sibomana, l'apport des Washinganhahe est toujours nécessaire pour favoriser une cohésion sociale dans différentes localités du pays. On peut trouver dans différentes localités du pays des gens qui sont en conflit pour des raisons quelconques. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays capable d'avoir des juridictions qui vont trancher tous ces conflits? Aucun pays n'est capable de cela. Il doit y avoir des citoyens comme des Washinganhahe qui vont essayer de trouver des solutions sur de petits conflits qui naissent entre les gens. Mais aussi, il y a des litiges qui nécessitent l'apport des Washinganhahe comme des litiges fonciers qui nécessitent également des délimitations. Cela ne peut pas être fait par 15 notables collinaires. Souvent d'ailleurs, des gens en conflit désirent des personnes intègres et la plupart appartiennent à la communauté des Washinganhahe pour venir délimiter leurs terres en conflit. Il y a aussi des gens qui se confient aux notables collinaires et ces derniers les invitent à consulter les Washinganhahe du fait que ce sont des conflits qui ne sont pas de leur ressort. Et c'est vice versa pour les Washinganhahe. Il y a des conflits dont nous disons aux parties en conflit de se confier aux notables collinaires car la résolution de ce genre de conflit revient à cette institution ou aux instances judiciaires. En fait, les notables sont régis par des lois et leurs interventions sont considérées comme du travail, tandis que pour nous les Washinganhahe, c'est comme si c'était un devoir de protéger et promouvoir la cohésion sociale que chacun accepte d'accomplir une fois investi. Dans un instant, nous parlons sécurité et politique. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD indique que ce n'est pas la première fois que des rumeurs sur la distribution d'armes à la population circulent avant la période des élections. Selon Révérien Dikouliyo, les forces de l'ordre sont suffisantes pour assurer la sécurité. Révérien Dikouliyo réagissait aux informations selon lesquelles les Imbonerakure avaient bénéficié des machettes. C'était dans une conférence de presse organisée hier à Ngozi par le parti présidentiel.
À l'approche des élections, on vous dira que le Messie arrive bientôt. N'avez-vous pas entendu des rumeurs d'Olukoti, d'Olegui et d'Odan? Je me souviens de la rumeur qui concernait la distribution des armes par Kiroro. À l'époque, il était encore militaire. Ici, il y a des gens qui se plaisent à propager des mensonges et qui ne sont pas fiers de la tranquillité du pays parce qu'ils profitent de la guerre et du sang versé. Ils sont habitués à emporter des morts dans des camions. Ces gens-là se demandent comment le pays peut passer 3 ans sans la guerre et des morts. Ce sont les mêmes qui font circuler la rumeur de 4 conteneurs remplis de machettes et importés de la Chine par mon organisation Pax Burundi via la frontière de Kobero jusqu'à Makamba et qu'ils ont été distribués à Gatumba. Après, ils ont fait un démenti. Il faut les laisser parler. Pour le moment, nous avons bien formaté les Burundais. Aucun citoyen n'a peur de telles rumeurs. Il doit d'abord se rassurer de l'auteur de tels propos. Ça veut dire quoi quand tu dis qu'il y a distribution des armes? N'est-ce pas que l'armée burundaise se suffise? Que tu sois dans le mouvement Red Tabara ou M23, nous te poursuivrons et c'est chose simple. Avec l'aviation, nous éliminons 1 à 1. Nos combattants sont en nombre suffisant et les avons installés à travers tout le pays. Avant la conférence de presse, le CNDD-FDD avait tenu une réunion de 2 jours au chef-lieu de la même province d'Ongozi. Selon les clauses de cette réunion, le parti au pouvoir planifie le redressement de presque tous les secteurs de la vie du pays. Le CNDD-FDD envisage d'améliorer le secteur de l'agriculture et de l'élevage, la santé, l'éducation, l'environnement ainsi que la sécurité. Plus de détails avec Elvis Nyamungere. Dans le secteur de l'agriculture, le parti au pouvoir a décidé d'augmenter la production agricole de façon à ce que tout agriculteur ait de quoi manger et doit aussi avoir une surplus à vendre. Quant aux cultures d'exploitation, le CNDD-FDD compte améliorer d'une façon remarquable la culture du café et des avocats selon la porte-parole de ce parti, Doriane Munezero. Dans 4 ans sera produit et exporté 45 000 tonnes de café. Un centre de promotion de la culture des avocats de type Ruhere sera ouvert pour produire des avocats à exporter. Chaque ménage sera obligé de planter au moins 10 avocatiers pour produire dans 5 ans sur tout le territoire national 1 million de tonnes d'avocats à exporter. Nous comptons également de promouvoir l'engrais organique qui ne détruit pas le sol pour produire des aliments de qualité qui seront préférés même au niveau international. Pour notre sécurité alimentaire, il est prévu que toutes les semences soient produites ici au Burundi. Dans le secteur de l'élevage, chaque province sera dotée d'une ferme occupant 200 hectares de superficie et 200 hectares dans chaque commune. Dans le domaine de la santé, le CNDD-FDD envisage des activités de sensibilisation de la population à la propriété, l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans ce domaine, mais aussi la construction des infrastructures modernes sera toujours la porte-parole du CNDD-FDD, Doriane Munezero. Pour que tous les patients soient traités dans la dignité, toutes les infrastructures sanitaires seront réhabilitées. Et pour améliorer l'image du Burundi à l'étranger, la propriété sera obligatoire pour tous citoyens. Il a été aussi décidé l'amélioration du système d'enseignement dans les facultés de médecine pour produire des médecins qualifiés et suffisants de façon à aider même les pays de la sous-région. Dans le secteur de l'éducation, le parti CNDD-FDD encourage la mise en place des écoles à régime d'internat et interpelle les hommes d'affaires d'investir dans ce domaine. Tenant compte de notre vision de développement, l'enseignement en régime d'internat pour les écoles secondaires et universitaires sera encouragé. La qualité de l'enseignement sera également améliorée. Nous interpellons les hommes d'affaires d'investir les capitaux dans ce secteur. Nous allons aussi promouvoir les écoles techniques qui permettront aux lauréats de créer des emplois.
Pour le parti CNDD-FDD, une formation civique obligatoire de 2 ans sera organisée à l'endroit de tous les élèves finalistes de l'école secondaire. La vision du gouvernement du Burundi émergent en 2040 et le Burundi développé en 2060 ne sera pas concrétisée aussi longtemps que les salaires des fonctionnaires ne seront pas suffisants pour leur permettre de vivre de façon décente. Point de vue du parti Codebu, Kefa Nibizi, le président de ce parti, indique que pour atteindre cet objectif, il faudra d'abord que ceux qui participeront dans la vision soient en premier lieu capables de vivre une vie meilleure. Au moment où le Burundi s'est doté de la vision Burundi émergent en 2040 et Burundi développé en 2060, le parti Codebu estime qu'on ne peut pas atteindre cette vision aussi longtemps que les fonctionnaires de l'État et les travailleurs des sociétés privées n'obtiennent pas des salaires décents et les permettant de pouvoir se nourrir de façon décente, d'avoir un logement et de pouvoir se vêtir et de pouvoir se soigner et faire éduquer les enfants, participer dans certaines cérémonies familiales, pourquoi pas aussi trouver des moments de divertissement. C'est à ce moment-là où ils pourront augmenter la production tout en travaillant dans la sérénité. Le discours de certaines autorités faisant étant que le salaire ne peut pas enrichir quelqu'un, ne devrait pas continuer à être prononcé parce que le travailleur à qui vous prenez tout son temps, toute son énergie, doit avoir un salaire équivalent décent lui permettant de mener une vie meilleure. Nous faisons d'ailleurs cette occasion pour demander à ce que le déblocage de l'avancement des grades qui a été effectué pour les fonctionnaires de la fonction publique et certains fonctionnaires des sociétés paritatiques soit aussi fait pour toutes ces sociétés parce qu'il y en a jusqu'à maintenant qui n'ont pas encore bénéficié de ce déblocage, alors que même l'arrêt de l'avancement de grade était d'une façon ou d'une autre injustifié. Cela ne devrait pas s'arrêter là-bas, mais le gouvernement devrait penser à une politique salariale élargie permettant les fonctionnaires à mener une vie décente et comme cela se faisait avant la guerre de 1993. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Certains chauffeurs de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura s'insurgent contre un groupe de gens qui travaillent en connivence avec des policiers et des pompistes pour bénéficier du peu de carburant disponible et le vendre par la suite au marché noir. Ces chauffeurs font savoir que ces gens donnent des pots de vin aux policiers qui assurent la sécurité pour les laisser faire le plein. Voici le témoignage de l'un des chauffeurs. Il y a un groupe d'individus bien organisés qui vendent du carburant retiré dans différentes stations-service. Comment se fait-il? Une personne donne une somme variable entre 20 à 30 000 francs aux policiers et ce dernier la laisse entrer alors qu'il y a des centaines de véhicules sur les files d'attente. Cette personne, après avoir fait le plein, il va vendre son carburant au marché noir. Nous avons appris qu'un bidon de 20 litres se vend entre 130 et 150 000 francs alors qu'il l'avait acheté à 80 000 francs. Dans ce cas-là, c'est sous-entend le bénéfice qu'il a gagné. Après, la même personne revient et fait encore une fois le plein avant les autres et il donne une autre somme de 20 000 francs bondés aux policiers. Cela est devenu la routine. Les policiers en profitent pour s'enrichir. Un policier se trouva sur les stations-service fait rentrer avec plus de 200 000 francs bondés collectés de cette manière. Il arrive même que les policiers appellent les collègues. Ils comparent ces stations-service aux anciennes douanes parce qu'aux anciennes douanes, on s'enrichissait. Cela cause en grande partie la pénurie de carburant et les véhicules restent sur les fils. On se demande pourquoi ces véhicules restent sur ces fils alors qu'il y avait du carburant dans une station. C'est incompréhensible que le carburant soit disponible au marché noir
mais qu'il manque dans les stations-service. Nous demandons au gouvernement et aux autres responsables de trouver une solution, que la garde soit assurée par les militaires. Le désordre se remarque partout où se trouvent les policiers. À cause de la pénurie du carburant, la plupart des habitants se déplacent à pied. Même les propriétaires des véhicules les laissent à la maison. Le point avec Eric Nyonzima. Le déplacement est au plus en cas c'était en pleine capitale économique. Non seulement les propriétaires de véhicules les abandonnent à la maison, mais aussi les transporteurs en commun ne savent plus sur quel pied danser suite au manque criant de carburant. Parmi les usagers du transport en commun qui se sont confiés à l'RPA, un habitant de la zone Moussaga fait savoir que même ceux qui collectaient à 5 une somme de 2000 francs chacun pour totaliser 10 000 francs comme frais de transport à partir du centre-ville ont aujourd'hui opté pour rentrer à pied suite à la pauvreté grandissante dans les ménages. Le déplacement est habituellement en casse-tête. La majorité a abandonné le mode de déplacement à bord de véhicules et marché à pied. Mes enfants, par exemple, lorsqu'ils rentrent de la ville, ils arrivent à la maison vers 21h ou 22h par manque de moyens de déplacement. À partir de la ville, jusqu'à Moussaga précisément, à Gasekebouye, avec 5 passagers à bord d'un taxi, chacun paye 2000 francs sans discussion aucune. Mais d'aucuns renoncent progressivement à cette manœuvre suite au manque de moyens pécuniaires dû à la pauvreté. Au lieu de manquer quoi mettre sur la dent, l'on préfère marcher à pied. Cependant, tout est réciproque, car même le coût de la nourriture devient inabordable, à telle sorte que la situation est devenue très compliquée pour le citoyen en cause. Même scénario pour ceux qui partent du quartier Uziba en zone Kanyonche vers le centre-ville. Le trajet n'est pas aussi facile à effectuer. Sans carburant, il est évident que le déplacement devient coûteux et nous nous en sommes déjà habitués malgré nous. Mais pour nous, par exemple, qui partent de Ruziba vers le centre-ville, c'est très pénible. Généralement, nous nous servons de taxi-vélo jusqu'au pont Kanyosha, à la limite à ne pas franchir par les cyclistes, et le prix n'est pas en dessous de 1500 francs, au minimum 1000 francs. Après, on piétine jusqu'au petit séminaire pour prendre un bus, mais à défaut de quoi, souvent on poursuit le chemin à pied jusqu'au centre-ville. En principe, le transport de Ruziba vers la ville coûte entre 2500 et 3000 francs. Par conséquent, nombreux effectuent le trajet à pied. Plus difficile et compliqué encore pour les fonctionnaires de l'État en cette période pluvieuse. Ils arrivent au service tardivement au-delà d'être mouillés. Il n'y a pas de bus et on fait un long trajet à pied pour par la suite arriver exténué. Avec cette période pluvieuse, souvent l'on est obligé à se mettre à l'abri momentanément et on arrive alors au service tardivement. Nous menons vraiment une mauvaise vie que nous n'avons jamais vécue, encore moins assisté au Burundi. Le problème de carburant constitue un handicap majeur quant au déplacement d'un fonctionnaire de l'État. La pénurie de carburant est donc l'un des principaux facteurs qui constituent la vie chère de la population burundaise. Pour clore cette édition, la route menant au marché de Rugaragara en commune Nyabitsinda dans la province Ruyigi n'est pas praticable depuis maintenant plus d'un mois. Le pont se trouvant dans la localité de Mukageregwa est endommagé. C'est une situation qui freine les activités commerciales. Les détails avec Dani Claire et la Troumva. Cela fait un mois que le tronçon de Rugaragara est coupé dans une localité appelée Kageregwa sur la colline Mago en commune Nyabitsinda de la province Ruyigi. Depuis cette coupure, les commerçants qui s'approvisionnent en marchandises dans le marché de Rugaragara sont dans une désolation totale. Ceci est du fait qu'aucun véhicule ne peut traverser. Pire encore, la coupure de cette route touche également d'autres provinces telles que Gitega, comme l'indique cet habitant.
La route qui part de Nyabisinda et Mouazi vers le marché de Rugaragara n'est pas praticable. Nos véhicules ne peuvent pas traverser avec des marchandises du fait que cette route est coupée sur la partie de Kageregwa sur la colline de Mago. C'est un sérieux problème pour nous, surtout que la circulation de marchandises est bloquée. Ça fait un mois que cette route est impraticable. Pire encore, ce marché de Rugaragara était notre seul et unique endroit d'approvisionnement à marchandises. C'est le même saut de cloche pour commerçants de Ruyigi et Gitega qui sont actuellement dans une désolation totale. Désespérés, les commerçants de Nyabisinda dans la commune de Ruyigi supplient les autorités de la dite commune de réhabiliter cette route le plus vite possible. D'autant plus que cette route donne accès au marché de Nyabisinda et leur seule et unique source de revenus. Nous qui exerçons notre commerce dans le marché de Rugaragara, nous demandons aux autorités de la commune de Nyabisinda de résoudre ce problème de la coupure de cette route. Le non-accès à ce marché de Rugaragara traduit une grande perte pour la population. On demande aux autorités de prendre vraiment en main ce problème qui réhabilite cette route le plus vite possible car la population est dans une désolation totale. Depuis que cette route est impraticable, nous travaillons plus. Nous demandons au gouvernement de suivre de plus ce problème parce que nous sommes en train d'enregistrer des pertes incommensurables. Les informations en provenance de la commune de Nyabisinda indiquent qu'actuellement, il est presque impossible, même pour une moto, de traverser. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Anastasie Ahisha, qui est l'administrateur de la commune de Nyabisinda, mais elle n'a pas décroché son téléphone portable. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.